Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule fort importante où nous allons apprendre à déterminer les composantes orthogonales d'un vecteur connaissant sa norme et son orientation. Alors, on va explorer tout ça à l'aide d'un petit exemple bien simple qui va nous permettre de généraliser par la suite. Et après ça, on fera un exemple complet ensemble un petit peu plus loin. Alors, dans le plan cartésien qui est ici, on a illustré un vecteur f qui est ici, qui pointe dans la direction, dans le sens du premier cadran. Et on nous dit que ces composantes orthogonales, on va les appeler A et B pour l'instant, et ce sera sa composante horizontale et sa composante verticale. Pour déterminer leur valeur, on a besoin d'informations telles la norme et l'orientation. Alors, sa norme, on dit que c'est 24 newtons et l'orientation 34 degrés. Alors, moi, pour illustrer un petit peu tout ça dans mon dessin, je vais aller dessiner le triangle rectangle formé par le vecteur lui-même ainsi que ses composantes. Donc, on disait que la composante horizontale valait A et B pour la composante verticale. On dit que l'orientation, c'est 34 degrés, donc on a un angle ici de 34 degrés. Et la norme du vecteur F, c'est 24 newtons. Alors, si on a besoin de déterminer les valeurs des composantes, ben on se rend compte qu'on a besoin de trouver les cathètes d'un triangle rectangle connaissant un angle aigu et l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Alors, on reconnaît tout de suite que, dans le fond, pour obtenir la composante horizontale, c'est le rapport trigonométrique cosinus qui va être impliqué. Et pour la composante verticale, on va aller nous chercher le rapport sinus. Alors, moi, je suis ici en bas, donc la composante, le calcul de la composante horizontale. Ben, dans le fond, je vais aller chercher le cosinus de 34 degrés. Et ça correspond au rapport entre le côté adjacent, qui est la composante horizontale, et la norme du vecteur F, donc qui est ici 24 newtons. Je n'écrirai pas les unités, je n'écrirai pas newton, je vais garder ça pour, dans le fond, la fin. Et donc, moi, pour avoir les composantes, ben, je vais dire la composante horizontale, ça va être 24 fois le cosinus de 34 degrés. Alors, on va aller, nous, ici, prendre notre calculatrice, 24 fois le cosinus de 34 degrés, et ça me donne 19,896, donc 19,90 à peu près. Donc, A va être à peu près 19,9. Et la composante verticale, ben la composante verticale, dans le fond, c'est le rapport sinus, parce que, dans le fond, nous, on s'intéresse au côté opposé à l'angle de 34 qui correspond à l'orientation. Alors, je vais aller, moi, prendre le rapport sinus de 34 degrés. Et ça, c'est le rapport entre le côté opposé, excusez-moi, qui est la composante verticale, sur l'hypoténuse, qui est la norme de mon vecteur. Alors, moi ici, la composante verticale, ça va être 24 fois le sinus de 34 degrés. Alors, 24 fois le sinus de 34. Alors, je ne sais pas si je peux faire ça comme ça ici. Oui, je peux. Ça donne 13,42. Donc, B va être à peu près 13,42. Et ça va nous permettre d'écrire notre vecteur sous forme de courbe de composantes. Donc, 19,9 pour la composante horizontale, 13,42 pour la composante verticale. Ça demande des valeurs approximatives parce que, dans le fond, les valeurs exactes, elles sont ici. Okay, donc, ça, c'est la valeur exacte pour la composante horizontale, valeur exacte pour la composante verticale. Bon, je fais juste une petite parallèle
avec quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une capsule précédente quand on était dans le chapitre de trigonométrie. Je vais mettre un lien vers cette capsule-là dans la description de celle-ci, peut-être pour vous aider à faire le parallèle entre les deux, là. Mais j'avais déjà abordé ça rapidement. Alors, dans le cercle trigonométrique, donc on se rappelle que le cercle trigonométrique, c'est un cercle centré à l'origine du plan cartésien et dont le rayon vaut une unité. Donc, le cercle pointillé ici, c'est le fameux cercle trigonométrique. Et on sait que, dans ce cas-ci, le point A, ici, c'est un point trigonométrique. Et on sait que, fondamentalement, si je m'intéresse au vecteur OA, qui est, dans le fond, n'est rien d'autre que le rayon du cercle trigonométrique, ben moi, après ça, je peux aller décomposer les coordonnées cartésiennes du point trigonométrique A. On se rappelle que, dans le fond, c'est rien d'autre que le cosinus de θ et le sinus de θ. Et ça, dans le fond, c'était les coordonnées cartésiennes du point trigonométrique A. Alors, on se rappelle que c'était cos θ, sin de θ. Ben, dans un contexte vectoriel, ben, les coordonnées cartésiennes du point trigonométrique A, ben, dans le fond, c'est rien d'autre que les composantes du vecteur OA, qui est un vecteur unitaire. Okay? Donc, vecteur unitaire, ça veut dire de norme 1. Ben, si on est maintenant, comment je pourrais dire, dans un contexte plus général de vecteurs, où est-ce que là, nous, dans le fond, on s'intéresse à un vecteur OP, OK? Alors, on va dire que le vecteur OP, sa norme, ça représente le rayon du cercle quelconque qui est ici. Là, on n'est plus dans le cercle trigonométrique. Donc, fondamentalement, si la norme, je l'appelle R, ben, ça correspond à la mesure du rayon de ce cercle-là. Et fondamentalement, le point P, ses coordonnées cartésiennes, on voit qu'elle forme ici un triangle semblable à mon petit triangle ici qui était dans le cercle trigonométrique, comme ça ici. Alors, c'est un triangle semblable par AA, parce qu'on sait qu'on a deux angles droits et ici un angle commun qui est l'orientation. Et fondamentalement, R, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le rapport de similitude de mes triangles. Alors ici, ben, la composante horizontale, ben, ça va être R cos θ, et la composante verticale, ça va être R sin θ. En fait, ça ici, ça va être R fois sinus θ, et l'autre qui est ici plus basse, R cos θ. Parce que R, fondamentalement, c'est rien d'autre que le rapport de similitude. Bon, j'en avais glissé un petit mot dans mon autre capsule. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'insister là-dessus, mais je pense que ça nous permet de faire le lien entre point trigonométrique, vecteur unitaire, composante vectorielle et fondamentalement là, nos rapports trigonométriques. Alors, je pense que ça fait un beau petit résumé de tout ça et ça met tout ça en perspective et dans le fond, ça nous montre qu'en fait, c'est un peu toujours la même chose. C'est juste que c'est le contexte qui change. Alors, l'encadré qui est en bas est très important. On peut écrire tout vecteur f à l'aide de ses composantes orthogonales. Et ces composantes orthogonales, ça va être quoi? Ben, ça va être la norme du vecteur fois le cosinus de θ. Donc, norme de f fois le cosinus de θ. Ça, c'est pour la composante horizontale. Et pour la composante verticale, ça va être la norme du vecteur f fois le sinus de θ. Et le plus important, c'est de comprendre ce que c'est que θ. Alors ici, θ est l'orientation du vecteur f. Oups. Et ça, c'est super important de garder en tête que θ, dans cette méthode-là qu'on se donne, ou dans cette espèce de résumé-là, là, θ, c'est l'orientation. Oui, c'est l'orientation à partir de 0. Et ça va être super important parce que, dans le fond, ça va nous éviter de changer les signes et de tricher sur le dessin. Ce que je veux dire par là, je vais vous le montrer avec un exemple concret à la page suivante.
Alors, je n'irai pas faire l'exemple 1 parce qu'il est un peu trop trivial. Je vais aller faire l'exemple 2, qui ressemble à des choses qu'on a peut-être l'habitude de rencontrer dans des cours de sciences où est-ce que, dans le fond, les vecteurs sont donnés non pas à partir de leurs orientations, mais à partir de l'angle aigu. Alors, exercice 2, donner les composantes orthogonales de chacun des vecteurs suivants. Bon, là, ici, on a ce qu'on a un tableau de composantes. Alors, nous, les tableaux de composantes, les gens qui sont en physique, vous avez l'habitude de les connaître. Nous, de façon générale, je les présente parce qu'on n'en avait jamais vu. Alors, j'ai 3 vecteurs, F1, F2 et F3. Et dans le fond, je vais les placer, je vais les disposer dans un tableau où la première colonne sera la composante horizontale de chacun de mes 3 vecteurs et la deuxième colonne sera la composante verticale de chacun de mes 3 vecteurs. Et comment je vais obtenir chacune des composantes? C'est en appliquant rien d'autre que le petit principe qu'on a vu ici dans l'encadré. Donc, ça va être super, super simple et ça ne demandera pas beaucoup de travail et surtout, les chances de se tromper seront minimales. Alors, regardez bien ça. Composante horizontale, mettons pour le vecteur F1. Bon, ben, dans le fond, c'est rien d'autre que la norme fois le cos de son orientation. Donc, ça va être 20 fois le cos de 45 degrés. Et 20 fois le cos de 45 degrés, ça devrait donner autour de 14,14 parce que cosinus de 45. Voilà, parce que le cosinus de 45, c'est 0,707. Alors, ça fois 20, ça fait 14,14. Alors, 14,14. Alors, après égal à 14,14. Et sa composante verticale, évidemment, ça va être la même chose. 20 fois le sinus de 45 degrés, ça va donner à peu près, évidemment, 14,14. Parce qu'à 45 degrés, le cos et le sin sont égaux. Ça va être pour mes 2 autres vecteurs que ça va être plus intéressant. Alors, dans les cours de sciences, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, je travaille avec l'angle aigu qui est ici, 30 degrés, et là, je vais aller travailler avec le cos de 30 degrés et le sin de 30 degrés. Mais étant donné que le vecteur pointe dans le sens du deuxième cadran, on va mettre des moins à la fin, aux bons endroits, pour tricher sur le signe, en fait, pour ajuster le signe des composants. Mais si tu travailles avec l'orientation, tu n'as même pas besoin de tricher. Autrement dit, regarde, on va le faire. La norme de vecteur F2, c'est 25 fois le cos de... Là, je ne prendrai pas 30 degrés, je vais prendre son orientation. Et l'orientation, ça va être 180 moins 30, donc 150 degrés. Et je le sais que ça va être négatif, parce que le cos de 150 degrés, c'est négatif. On a passé tout le chapitre de Trigo à expliquer ça, puis à tester ça d'un bord puis de l'autre, à l'endroit comme à l'envers. Le cos de 150 degrés, on le sait, c'est négatif. C'est moins racine de 3 sur 2. Alors, si je fais 25 fois ça, la réponse va être négative, puis je n'aurai pas besoin, moi, d'ajouter des moins puis de tricher ces signes. Alors, je vais faire 25 cos de 150. Alors, ici, le 25 cos de 150. Ça fait moins 21,65 avec le bon signe. Alors, moins 21,65. Et dans la colonne de droite, pour la composante verticale, 25 fois le sinus de 150 degrés, je le sais que ça va être positif, puis je n'aurai pas besoin de modifier le signe parce que le sinus de 150 degrés, grâce au cercle trigonométrique, on le sait que c'est un rapport positif qui vaut 1,5. Donc, je sais déjà que ça va valoir 12,5. Mais je vais vous le montrer avec la calculatrice. Donc, 25 fois le sin de 150 qui vaut 1,5, bien, ça donne 12,5. Okay, on n'est pas très surpris. Donc, égale 12,5. Et finalement, le vecteur F3, qui lui pointe dans le sens du troisième cadran, je ne travaillerai pas avec 40 degrés, je vais travailler avec son orientation. Et quelle est son orientation? Bien, ça va être 270 moins 40, donc 230 degrés. Et je le sais que le cos et le sin seront négatifs. Alors, on va travailler avec l'orientation et tout de suite, les signes seront les bons. Donc, la norme fois le cosinus de l'orientation 230 degrés,
Donc, 15 fois le cos de 230. 15 fois le cos de 230, ça me donne évidemment une composante horizontale négative, moins 9,64. Et pour le sinus, même chose, pas le sinus, mais la composante verticale, je le sais que ça va être négatif. 15 fois le sinus de 230 degrés. Alors, 15 fois le sinus de 230, ça me donne moins 11,49. Alors, c'est toujours comme ça qu'on va procéder, nous, en mathématiques. On va toujours utiliser l'orientation dans notre tableau de composantes et automatiquement, les composantes seront du bon signe, ou des bons signes, je devrais plutôt dire. Alors, la norme fois le cos de l'orientation pour la composante horizontale, la norme fois le sinus de l'orientation pour la composante verticale. Nous, en maths, on fonctionne comme ça. En sciences, les besoins sont différents et les méthodes de travail sont différentes, puis c'est tout à fait correct comme ça. Mais nous, en maths, on va avoir cette habitude-là pour travailler et ce sera toujours comme ça. Alors voilà, c'est une capsule super importante et j'espère qu'elle vous a aidé.